Dans le plus ancien taverne de la capitale, où marchands, soldats et nobles se mêlaient sous chevrons tachés de fumée et lumière de bougies qui dansaient comme secrets murmurés, Orina Cœur de Fer se mouvait à travers la foule, comme un fantôme enveloppé en cramoisi. Ses cheveux blancs attrapaient la lumière du feu, la tournant à flamme d'argent. Sa peau pâle semblait presque translucide dans la faible lueur, comme si elle était sculptée de pierres de lune et drapée en soie rouge sang. Elle portait plateau de bière et vin, ses pas silencieux, sa présence banale à ceux qui regardaient mais ne voyaient pas. Ils la pensaient simple, ils la pensaient oubliable. Ils avaient une horreur. Elle entendait tout, les vantardises ivres de soldats, les menaces voilées de marchands, les plaintes amères de nobles qui se croyaient au-dessus de conséquences, et elle comprenait plus qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Car Orina possédait un don qui avait dormi dans son sang pour générations, une connaissance qui s'agitait dans ses rêves et murmurait à travers ses heures d'éveil. Elle comprenait la langue ancienne, cette langue oubliée de rois et rituels, de prophéties et pouvoirs. Elle n'avait jamais été enseignée. Elle savait simplement, et elle gardait cette connaissance enfermée derrière son silence, comme on pourrait cacher une lame sous une cape. Ce soir, la taverne bourdonnait d'anticipation. Le mot s'était répandu que le roi Alpha lui-même honorerait l'établissement de sa présence, une rare occurrence qui envoyait le personnel en préparation frénétique et les clients en murmures excités. Orina sentit le changement dans l'air avant qu'elle le vît entrer. C'était comme si l'atmosphère même s'inclinait. Iskarion garde-tempête remplissait l'entrée comme une tempête vivante. Grande et puissamment bâtie, sa présence commandait l'attention sans effort. Ses longs cheveux noirs tombaient derrière ses épaules, sauvages et indomptés comme une crinière de loup, et sa barbe encadrait un visage sculpté de granit et d'ombre. Ses yeux étaient sombres comme des forêts de minuit, tenant des profondeurs qui parlaient de batailles menées et d'ennemis vaincus. Il portait l'autorité comme une seconde peau, et le danger roulait de lui en vagues. Les hommes s'écartaient, les femmes baissaient les yeux. La taverne elle-même semblait retenir son souffle. À côté de lui marchait Jorath, sa main droite et conseiller le plus fiable. Où Iskarion était puissance brute à peine contenue, Jorath était ruse enveloppée de charme. Il souriait facilement, riait bruyamment, et ses yeux ne cessaient jamais de calculer. Les deux hommes se dirigeaient envers une table privée dans le coin, loin des masses, mais toujours visible, toujours commandant l'attention de la pièce. Orina fut assignée à les servir. Elle approcha avec des pas réguliers, son cœur calme malgré le poids de leur regard. Elle avait servi roi et mendiant pareillement. Ils étaient tous juste des hommes à la fin, tous mortels, tous temporaires. La soirée progressa avec vin et conversation. Iskarion parlait peu, sa voix un grondement bas qui vibrait à travers le plancher en bois. Jorath parlait pour eux deux, divertissant le roi avec contes et plaisanteries. Alors que le vin coulait, l'amusement de Jorath devint plus aigu, plus imprudent. Ses yeux se posèrent sur Orina alors qu'elle remplissait leur coupe, et une lumière cruelle jaillit en eux. Il se pencha vers Iskarion, sa voix basse mais pas assez basse. L'ouïe aiguë d'Orina capta chaque mot. « Mon roi, j'ai un défi pour vous, un test de votre maîtrise des anciennes manières. » Iskarion leva un sourcil. Son intérêt piqua malgré son comportement stoïque habituel. « Quel genre de défi? » Jorath fit un geste vers Orina avec sa coupe. La langue ancienne donne ordre à la fille dans la vieille langue. Quelque chose qui convienne à sa station. Voyons si les mots des rois sont encore souvenus, même s'ils ne sont plus compris par les oreilles communes. Un jeu cruel, un étalage de supériorité enveloppé de prouesses linguistiques. Iskarion considéra un instant, ses yeux sombres étudiant le visage d'Orina. Elle rencontra son regard fermement, ne révélant rien. Raclement de gorge. Il la pensait inconsciente. Il la pensait incapable de compréhension. Il se trompait.
Les lèvres d'Iskarion se courbèrent dans le plus léger soupçon d'un sourire, bien qu'il ne contenât aucune chaleur. Il parla, sa voix prenant une cadence formelle, des mots coulant dans une langue qui n'avait pas été entendue dans ces salles depuis des siècles. Catharanim servant, toi qui es en dessous de la vie, apporte plus de vin pour tes supérieurs. Les mots étaient précisément construits, lassés de renvoi et conçus pour rabaisser. Mais il y avait une erreur dans la structure grammaticale, un subtil déplacement qui changeait la nuance d'un commandement formel à une insulte maladroite. Pour ceux qui ne comprenaient pas, cela sonnait impressionnant, autoritaire. Pour Orina, cela révélait la maîtrise imparfaite du roi de la langue qu'il brandissait comme une arme. Avant que nous continuions avec l'histoire, je veux remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne et aiment nos romances de roi Alpha. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez une sélection spéciale des meilleurs livres audio Amazon qui inspirent nos histoires. Si vous achetez n'importe quel livre audio à travers ces liens, vous soutiendrez directement la chaîne et nous aiderez à créer plus d'histoires. Dites-nous d'où vous regardez et quel âge vous avez dans les commentaires. J'espère que vous apprécierez l'histoire. La taverne continua son bruit autour d'eux, inconsciente. Jorah sourit, attendant qu'Orina se tienne confuse, peut-être effrayée par les étranges mots de la bouche du roi. Au lieu de cela, Orina se tint parfaitement immobile. Le moment s'étira comme de la soie tirée. Puis elle posa son plateau avec une précision délibérée. Ses yeux pâles, qui avaient semblé si quelconques quelques instants auparavant, flamboyèrent soudain d'un feu intérieur. Elle redressa sa colonne vertébrale et quelque chose d'ancien et de puissant scintilla sur ses traits. Quand elle parla, sa voix fut claire et inébranlable. Chaque syllabe prononcée avec une précision parfaite dans la même langue ancienne. Naimarath Iskarion, Ethan garde tempête, Dothan Mirnatana, Vikeleth Nimkotara. Moi qui observe tout, Iskarion du garde tonnerre, entends ton commandement imparfait et corrige ta construction. Je sers ceux dignes d'une parole correcte. L'effet fut immédiat et dévastateur. La langue ancienne ne fut pas simplement traduite, mais corrigée, améliorée, et rendue avec la grâce et l'autorité d'une née à elle. Elle n'avait pas seulement compris son insulte, mais avait identifié son erreur grammaticale, l'avait corrigée et avait délivré une réponse qui était simultanément respectueuse et réprobatrice. Elle avait prononcé son titre complet sous l'ancienne forme, un titre que peu même savaient exister, et elle l'avait fait avec la contenance de celle qui avait tout droit de le faire. Le silence s'abattit sur leur coin de la taverne comme une vague. La main d'Iskarion se figea à mi-chemin de sa coupe. Le sourire de Jorah s'évanouit comme s'il avait été giflé de son visage. Pour un long moment, aucun homme ne bougea, aucun ne respira. Le roi Alpha regarda la jeune femme en robe rouge comme s'il la voyait pour la première fois, ce qu'en plusieurs façons il était. Quand Iskarion parla finalement, sa voix fut basse et contrôlée, mais dessous couraient des courants de choc et quelque chose d'autre, quelque chose comme une reconnaissance. Vous parlez la langue ancienne? Ce n'était pas une question, mais Orina hocha la tête une fois. Je le fais, impossible. Jorah siffla, se remettant de son choc avec colère. Aucune file commune ne pourrait savoir de telles choses. Ceci est de la ruse. Quelques performances apprises par cœur. Orina tourna son regard pâle vers lui, et pour un instant, Jorah vit quelque chose dans ses yeux qui le fit reculer. Puissance, ancienne et indéniable. Vais-je réciter les 12 versets du premier lien? Peut-être discuter les distinctions grammaticales entre les dialectes du Nord et du Sud? Ou préféreriez-vous que je traduise l'inscription sur la lame à la hanche de votre roi, celle écrite en écriture si ancienne que même les érudits royaux en ont oublié le sens? La main d'Iskarion tomba sur le pommeau de son épée, où en effet une écriture ancienne était gravée. Il avait hérité de la lame, l'avait portée dans d'innombrables batailles, mais n'avait jamais su ce que les symboles signifiaient. Il regarda cette serveuse en robe rouge avec des cheveux comme la neige d'hiver et sentit le sol se déplacer sous sa compréhension du monde. « Qui êtes-vous »
demanda-t-il, sa voix portant tout le poids de son autorité. Orina rencontra son regard sans ciller. « Je suis Orina Cœur de Fer. C'est tout ce que j'ai toujours été et tout ce que je me connais être. » Mais même alors qu'elle prononçait les mots, elle sentit leur insuffisance parce que la vérité était qu'elle ne comprenait pas pleinement ce qu'elle était. La connaissance lui était venue comme l'aube se lève, graduelle et inévitable. Mots et rêves, compréhension sans étude, un sentiment de connexion à quelque chose de vaste et ancien qui pulsait juste au-delà du bord de sa conscience. Elle avait appris à le cacher, à paraître ordinaire, parce que les gens extraordinaires attiraient une attention dangereuse. Ce soir, cette façade prudente s'était brisée. Iskarion se leva de son siège, sa pleine taille, et sa présence soudainement écrasante. Le bruit de la taverne était complètement mort maintenant. Tout le monde regardait. Tout le monde attendait. Le roi Alpha s'approcha d'Orina lentement, comme on pourrait approcher quelque chose de sauvage et potentiellement dangereux. Quand il se tint devant elle, assez près pour qu'elle puisse sentir le cuir et le pain, et quelque chose de plus sauvage, quelque chose de forêt et de tempête. Il parla de nouveau dans la langue ancienne. Orina Cœur de Fer, Velkatara Nimorat, Watara Nimkasten, Orina Cœur de Fer, toi qui observes tout, qu'es-tu vraiment? Sa prononciation était meilleure, cette voix plus prudente. Il apprenait, s'adaptait. C'était un homme qui faisait des erreurs une fois et se souvenait de la leçon. Raclement de gorge, Orina répondit dans la langue commune, parce que cette réponse méritait d'être entendue par tous. Je suis une femme qui entend ce que les autres n'entendent pas, qui comprend ce que les autres ont oublié. Au-delà de cela, je ne peux pas dire. Je n'ai pas été élevé à cette connaissance. Elle est simplement. Iskarion la regarda fixement un long moment, ses yeux sombres cherchant son visage comme s'il pouvait y trouver des réponses écrites. Puis il fit quelque chose qui choqua tous les présents. Il inclina la tête vers elle, un geste de respect d'un roi à une égale. « Viens au château demain au coucher du soleil. Nous parlerons plus loin. » Ce n'était pas une requête, mais ce n'était pas non plus un commandement teinté de menace. C'était une invitation enveloppée d'inévitabilité. Orina comprit que sa vie venait de changer irrévocablement. Elle hocha la tête une fois, acceptant. Iskarion se tourna et quitta la taverne, Jorath se hâtant après lui. Le bruit revint lentement, comme de l'eau remplissant un vaisseau. Mais maintenant c'était tout spéculation et murmure à propos de la femme mystérieuse qui avait parlé l'impossible. Orina termina son service dans un état second, son esprit s'emballant. Elle retourna à sa petite chambre au-dessus d'une boulangerie et s'assit près de la fenêtre, regardant la lune se lever sur la capitale. Qu'était-elle? Pourquoi ce don s'était-il éveillé en elle? Et que voulait le roi Alpha? Elle ne dormit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, elle écouta la voix qui avait toujours murmuré au fond de son esprit. Celle qui parlait en fragments de la langue ancienne. Ce soir, elle parlait plus clairement que jamais auparavant. Tu es vu maintenant. Tout change. Fais confiance à ton sang, fais confiance à ton savoir. Le chemin devant est dangereux et nécessaire. Quand le coucher du soleil arriva le soir suivant, Orina s'habilla de la même robe rouge, tressa ses cheveux blancs avec une précision soignée et marcha à travers les rues de la capitale vers le château qui dominait l'horizon. Des gardes l'attendaient, ils la menèrent à travers des salles de pierre et de tapisserie, devant des chambres où des décisions étaient prises et des destins décidés, jusqu'à ce qu'elle se tienne devant de grandes portes de chêne sculptées de loups et de lunes. À l'intérieur, Iskarion attendait. Il avait renvoyé sa suite, tous sauf Jorath, qui se tenait dans le coin avec l'expression d'une hostilité à peine dissimulée. Le roi Alpha s'assit non pas sur son trône, mais sur une chaise près du feu, une tentative pour faire paraître la réunion moins formelle, moins intimidante. Cela ne réussit pas entièrement. L'homme lui-même était trop imposant pour une aisance décontractée. « Asseyez-vous » dit Iskarion, gesticulant vers la chaise en face de lui. Orina s'assit, le dos droit,
les mains pliées sur ses genoux. Le roi l'étudia en silence un instant. Quand il parla, sa voix était plus calme qu'elle ne l'avait été dans la taverne, pensive. J'ai passé la journée à consulter des érudits avec les plus anciens registres de la bibliothèque royale. La langue ancienne n'a pas été parlée couramment en dehors du rituel depuis près de 400 ans. Elle est préservée dans des textes étudiés par des universitaires mais pas parlés, raclement de gorge, pas connus de la manière dont vous la connaissez. Orina hocha la tête. Je comprends que c'est inhabituel. Inhabituel? Jorat ricana de son coin. C'est impossible. Personne n'apprend une telle langue sans instruction, sans années d'études. Elle ment, mon roi, ou elle est dangereuse. Iscarion leva une main, faisant taire son conseiller sans le regarder. Ses yeux restèrent fixés sur Orina. Comment? Un mot. La seule question qui importait. Comment? Orina prit une inspiration, choisissant ses mots avec soin. J'ai toujours entendu des langues différemment des autres. Quand j'étais enfant, j'entendais des marchands parler en langues étrangères et je les comprenais sans savoir comment. Mais la langue ancienne, ce n'était pas comme ça. Elle ne venait pas de l'extérieur. Elle venait de l'intérieur, comme un souvenir de quelque chose que je n'avais jamais expérimenté, comme une connaissance écrite dans mes os. Elle fit une pause, puis continua. Cela commença par des rêves. Je me réveillais avec des mots sur mes lèvres, des mots qui signifiaient des choses que je ne pouvais pas expliquer en langage commun. Puis j'ai trouvé un fragment de texte sur un étal de marché, parti d'un vieux parchemin vendu pour du bois d'allumage. Je pouvais le lire parfaitement aussi facilement que je lisais le menu de la taverne. De là, la connaissance grandit. Quand je vous ai entendu parler hier soir, j'ai compris non seulement les mots, mais l'intention, la structure, l'histoire derrière chaque syllabe. Iscarion se pencha en avant, les coudes sur les genoux, son intensité entièrement concentrée sur elle. Les érudits croient que la langue ancienne était la langue des premiers, la meute originelle qui forma les fondations de notre peuple. Ils disent que c'était une langue qui portait le pouvoir dans sa structure même, que ceux qui la parlaient vraiment pouvaient commander, non seulement avec autorité, mais avec une vérité qui ne pouvait être niée ou tordue. Oui, chuchota Orina, sentant cette vérité résonner dans sa poitrine. Les mots ont du poids, ils ont du pouvoir. Parler faussement dans la langue ancienne est presque impossible. La langue rejette la tromperie. Jorat se déplaça de son coin, son visage rougi de colère ou peut-être de peur. C'est absurde, ancienne superstition. Mon roi, vous ne pouvez pas sérieusement croire. Je crois ce que j'ai entendu. Iscarion le coupa, sa voix dure comme du fer. J'ai prononcé des mots de renvoi pour tester une théorie, pour m'amuser avec un geste cruel, et elle a répondu avec correction et dignité. Ce n'est pas une performance mémorisée, c'est de la maîtrise. Il se tourna vers Orina, ce qui m'amène à ma question. Pourquoi travaillez-vous dans une taverne? Pourquoi cacher une telle capacité? Orina sourit tristement parce que j'ai appris tôt qu'être différente est dangereux. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait l'erreur de corriger un marchand qui trompait les clients en utilisant de fausses traductions. Il m'a accusé de sorcellerie. J'ai à peine échappé. J'ai appris à être silencieuse, à être invisible, à servir et écouter et ne rien révéler. La compréhension scintilla sur le visage d'Iscarion et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Je vous ai humilié hier soir. J'ai utilisé une langue ancienne et sacrée pour rabaisser quelqu'un que je pensais en dessous de moi. Vous aviez tout le droit de rester silencieuse, de me laisser me vautrer dans mon ignorance et ma cruauté. Pourquoi avez-vous répondu? La question resta suspendue dans l'air entre eux, lourde de sens. Orina la considéra attentivement. Pourquoi s'était-elle révélée? Elle avait passé des années à se cacher, à se protéger. Qu'est-ce qui avait changé? Parce que, dit-elle lentement, j'étais fatiguée de faire semblant, et parce que les mots que vous avez prononcés méritaient mieux que d'être utilisés pour la moquerie. La langue ancienne est sacrée. Même si je ne comprends pas pleinement pourquoi je la connais,
Je sais qu'elle doit être respectée. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée, Iskarion sourit. C'était une petite expression, à peine une courbe de ses lèvres sous sa barbe sombre, mais elle transforma son visage. Pour un instant, le redoutable roi Alpha disparut, et elle vit quelque chose de plus doux, quelque chose de presque humain. Vous avez fait honte à un roi pour défendre la dignité d'une langue morte. Vous êtes soit très courageuse, soit très folle. Peut-être les deux, admit Orina. Jorad se racla bruyamment la gorge. Tout cela est très fascinant, mais que comptez-vous faire, mon roi? Sûrement vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un avec de telles capacités inhabituelles de simplement s'en aller libre. Si elle peut parler la langue ancienne, qui sait de quoi d'autre elle pourrait être capable? Quelle menace elle pourrait poser? Le sourire d'Iskarion s'évanouit, remplacé par un regard de froide considération. Pour un instant, le cœur d'Orina s'emballa. Était-elle prisonnière maintenant? S'était-elle révélée seulement pour être enfermée? Mais alors le roi secoua la tête. Non, j'ai l'intention de faire quelque chose de bien plus dangereux. J'ai l'intention de lui faire confiance. Le visage de Jorad pâlit. Mon roi, assez Jorad, j'ai pris ma décision. Iskarion se leva et Orina se leva avec lui. Il la contourna lentement, l'étudiant comme un général pourrait étudier un champ de bataille. Orina, cœur de fer, je vous fais une offre. Restez au château en tant que ma consultante sur les questions de la langue ancienne. Il y a des textes dans la bibliothèque royale que personne n'a pu entièrement traduire. Il y a des rituels que nous effectuons par routine sans comprendre. Vous pourriez nous aider à récupérer des connaissances qui ont été perdues. L'esprit d'Orina tourna. Ceci, raclement de gorge, était plus qu'elle n'avait imaginé, plus qu'elle n'avait craint ou espéré. Et si je refuse, Iskarion s'arrêta devant elle, assez près pour qu'elle doive incliner la tête en arrière pour rencontrer ses yeux. Alors vous êtes libre de partir. Je ne vous obligerai pas, mais je pense que vous êtes aussi curieuse de vos capacités que moi. Je pense que vous voulez comprendre ce que vous êtes et pourquoi ce don s'est éveillé en vous. La bibliothèque du château contient des registres qui remontent au premier lien. Si des réponses existent, elles sont ici. Il avait raison. Les questions l'avaient hanté pendant des années. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cela signifiait? La possibilité de réponse était enivrante et terrifiante en égale mesure. « J'accepte, dit-elle. » Iskarion hocha la tête une fois, satisfait. « Bien. Jorad, arrangez pour que des chambres soient préparées dans l'aile Est. Orina aura besoin d'accès à la bibliothèque et à moi. Tout érudit ou garde qui remet en question sa présence me répond directement. » La mâchoire de Jorad se serra, mais il s'inclina. « Comme vous commandez, mon roi. » Sa voix dégoulinait d'un ressentiment à peine réprimé. Alors que des arrangements étaient faits, Orina se demanda à quoi elle venait de consentir. Le château était un lieu de pouvoir et d'intrigue, de politique et de danger. Elle entrait dans un monde qu'elle ne comprenait pas, armée seulement d'un don qu'elle ne pouvait expliquer. Mais alors qu'elle regardait Iskarion, à l'intensité dans ses yeux sombres et à l'attention soignée qu'il portait à chaque mot qu'elle prononçait, elle sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Non pas la peur, quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Les premières semaines au château furent accablantes. On donna à Orina des chambres qui étaient plus grandes que la pièce entière qu'elle avait louée au-dessus de la boulangerie. Elle avait des serviteurs, bien qu'elle insistât pour prendre soin d'elle-même. Elle avait accès à la vaste bibliothèque, une pièce qui s'étendait sur 3 étages et contenait des milliers de volumes, de parchemins et de fragments. Et elle avait des réunions régulières avec Iskarion, des sessions où ils s'asseyaient ensemble et travaillaient sur des textes anciens. Son éducation formelle rencontrant sa compréhension instinctive dans une collaboration qui produisit des résultats étonnants. Ils découvrirent des incantations qui avaient été mal prononcées pendant des générations. Ils corrigèrent des registres historiques qui avaient été mal traduits, changeant la compréhension d'événements clés dans l'histoire de la Meute.
Ils trouvèrent des prophéties qui avaient été rejetées comme des absurdités parce que personne ne pouvait les lire correctement. Et lentement, avec soin, ils commencèrent à trouver des références à quelque chose appelé le don de la Luna. Ce fut Orina qui trébucha la première sur le terme dans un fragment si ancien que le parchemin s'effritait sur les bords. Elle l'apporta à Iskarion tard un soir, le trouvant dans son bureau privé, une pièce bordée de cartes, d'armes et de livres qu'il lisait pour le plaisir plutôt que par devoir. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle sans préambule. Ils avaient dépassé la formalité dans ces sessions quand ils n'étaient que tous les deux. Il n'était pas le roi et elle n'était pas la consultante. Ils étaient simplement deux personnes essayant de résoudre un mystère. Iskarion leva les yeux des rapports de bataille qu'il avait examinés. Son visage fatigué. Il avait traité des litiges frontaliers toute la journée et l'épuisement marquait ses traits. But quand il vit son expression, il mit de côté les rapports immédiatement. « Montrez-moi. » Orina posa le fragment sur son bureau avec soin. Ensemble, ils se penchèrent dessus, leurs têtes presque se touchant alors qu'ils étudiaient l'ancienne écriture. Elle commença à traduire, son doigt traçant les mots. Dans les premiers temps, quand les meutes étaient jeunes et les liens purs, certaines femmes naissaient avec le don de la Luna. Elles pouvaient entendre la langue ancienne non pas comme un discours appris, mais comme une vérité inhérente. Elles pouvaient comprendre les liens qui liaient meute à meute, loup à loup. Elles pouvaient sentir le danger et la tromperie. Elles étaient les ponts entre la force de l'alpha et le cœur de la meute. Sa voix s'éteignit. Iskarion leva la tête pour la regarder, ses yeux sombres intenses. « Vous pensez que c'est ce que vous êtes, doué de la Luna. Je ne sais pas ce que je suis, admit Orina, mais la description correspond. J'entends la langue ancienne comme si c'était ma langue maternelle. Et dernièrement, j'ai commencé à sentir d'autres choses, des émotions dans le château, des tensions, des mensonges. » Iskarion se redressa, son expression illisible. « Quel mensonge ?» Orina hésita. C'était un territoire dangereux. Mais elle était venue jusqu'ici. Des petits, surtout des courtisans disant une chose et en signifiant une autre. But il y a des schémas, des symboles que j'ai vus répétés dans des endroits où ils ne devraient pas être. Des conversations qui s'arrêtent quand j'approche. Je pense que quelqu'un dans le château travaille contre vous. Elle s'attendait à de l'incrédulité, peut-être de la colère. Au lieu de cela, Iskarion soupira lourdement et alla se servir un verre du décanteur sur le buffet. Je m'en doutais. Il y a eu des fuites d'informations, des plans qui auraient dû être secrets atteignant d'une manière ou d'une autre nos ennemis. Mais je n'ai pas pu identifier la source. Il but une gorgée, puis la regarda par-dessus le bord du verre. Le pouvez-vous? La question était simple, mais le poids derrière elle était énorme. Il lui demandait d'espionner, d'utiliser ses capacités pour débusquer un traître. Cela allait bien au-delà de la traduction de vieux textes. C'était entrer dans le monde dangereux de la politique de cour, où une fausse accusation pouvait signifier la mort. « Je peux essayer, » dit Orina doucement. Au cours des jours suivants, Orina se déplaça dans le château avec un nouveau but. La tâche fut plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé, non pas parce que les preuves étaient séchées, mais parce que les découvrir signifiait accepter une terrible vérité. Elle écouta des conversations dans la langue ancienne que les courtisans parlaient en rituel. Inconsciente qu'elle comprenait chaque nuance, chaque shade de sens, elle chercha les symboles qu'elle avait aperçus auparavant. Des marques étranges qui semblaient être un code gravé dans des endroits où seul quelqu'un cherchant les trouverait derrière des portraits, sous des meubles, dans les marges de documents. Et elle sentit les courants d'émotions autour d'elle. La manière dont son étrange don avait commencé à se manifester de nouvelles façons qui la ravissaient et la terrifiaient à la fois. Le don de la Luna devenait plus fort chaque jour. Elle pouvait sentir la tromperie comme un goût fétide dans l'air, amer et faux. Elle pouvait sentir la loyauté comme un chaud soleil sur la peau, réconfortant et vrai. Et elle pouvait détecter la trahison comme une lame froide contre sa peau, coupante et indéniable. C'était épuisant,
accablant de ressentir tant de choses de tant de gens. Le château était plein de petites tromperies, d'ambitions mesquines, de ressentiments cachés. Mais sous tout cela, il y avait une source de mal qui pulsait comme une plaie infectée, constante et de plus en plus dangereuse. Elle commença à documenter tout ce qu'elle trouvait. Une conversation surprise dans la bibliothèque entre Jorath et un marchand en visite, menée dans la langue ancienne. Il parlait d'expédition et de timing, mais Orena reconnut la nature codée de leurs mots. Expédition signifiait mouvement de troupes. Timing signifiait plan de bataille. Elle trouva des messages dans le bureau de Jorath écrits en symboles qui combinaient l'écriture ancienne avec un chiffrement qu'elle a dû travailler pendant 3 jours pour briser. Quand elle les déchiffra finalement, le contenu lui glaça le sang. Nombre de soldats loyaux à Iskarion marqués pour élimination, route qui aurait dû être secrète, détaillée avec précision, faiblesse dans les défenses du château cataloguées et prête à être exploitée. La piste menait de manière impossible et horrifique à Jorath. Chaque pièce de preuve pointait vers lui. Chaque fil de trahison remontait à l'homme qu'Iskarion appelait frère. Orena passa des nuits blanches à espérer qu'elle se trompait, révisant ses découvertes encore et encore, cherchant toute autre explication. Mais la langue ancienne ne mentait pas, et son don ne trompait pas. La vérité était inéluctable et dévastatrice. Pendant ces jours d'enquête, quelque chose d'autre se produisait, quelque chose qu'Orena n'avait pas attendu et ne pouvait contrôler. Sa relation avec Iskarion s'approfondissait de manière qui allait au-delà de leur travail ensemble. Cela commença par de petits moments. La façon dont il levait les yeux d'un document et souriait quand elle entrait dans une pièce comme si sa seule présence lui apportait de la joie. La façon dont il se souvenait qu'elle préférait le miel dans son thé et s'assurait toujours qu'il était préparé correctement. La façon dont sa main s'attardait sur la sienne quand ils échangeaient des livres, son toucher chaud et stable. Ils passèrent des heures ensemble, non seulement à travailler, mais à parler. Vraiment parler de manière qui dépassait la politique et la prophétie. Il lui raconta son enfance, le poids d'être né pour régner, la solitude d'avoir le pouvoir mais rarement la connexion. Elle lui raconta ses années de cachette, la peur d'être découverte, les étranges rêves qui l'avaient hantée avant qu'elle ne comprenne ce qu'elle était. Ils partagèrent des peurs et des espoirs, des doutes et des rêves, et à chaque conversation, l'espace entre eux semblait se réduire. Un soir, ils étaient dans son bureau privé, se penchant sur un texte particulièrement difficile sur les liens originaux de la Luna. Orena était assise sur le sol, entourée de livres, ses cheveux blancs tombant en avant alors qu'elle se concentrait. Iskarion l'observait de sa chaise, et quand elle leva les yeux pour lui poser une question, elle le trouva la fixant avec une expression qui lui coupa le souffle. « Quoi ?» demanda-t-elle doucement. « Je pensais juste, dit-il lentement, à quel point cette pièce était vide avant que tu ne viennes, à quel point tout était vide. J'avais mon royaume, mon devoir, mes batailles, mais je n'avais pas ceci. » Il fit un geste entre eux, cette aisance, cette connexion. « Tu me donnes envie d'être meilleur, Orena. Non pas un roi plus fort, bien que tu fasses cela aussi, mais un homme meilleur. » Le cœur d'Orena martela dans sa poitrine. « Iskarion, je sais que le timing est mauvais, » continua-t-il, se levant et se déplaçant vers elle. « Je sais que tu travailles sur quelque chose qui te trouble, bien que tu ne m'aies pas dit quoi. Je sais qu'il y a des complications et des dangers, mais j'ai besoin que tu saches ceci. J'ai besoin que tu saches que tu es devenu essentiel pour moi, non seulement pour mon règne, mais pour mon cœur. » Il s'agenouilla à côté d'elle sur le sol, prenant sa main dans les siennes. Ses yeux sombres étaient intenses, vulnérables d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. « Je tombe amoureux de toi, Orena, cœur de fer. Peut-être que je le suis depuis le moment où tu m'as remis à ma place dans cette taverne. Et j'avais besoin de te le dire. Même si tu ne peux pas rendre le sentiment, même si le devoir ou les circonstances le rendent impossible,
Tu mérites de savoir que tu es vu, vraiment vu, et chéri. Les larmes piquèrent les yeux d'Orina. Comment pouvait-elle lui dire qu'elle était tombée aussi fort, aussi vite? Comment pouvait-elle admettre que chaque moment avec lui était comme rentrer à la maison dans un endroit qu'elle n'avait jamais su exister? Comment pouvait-elle expliquer que la pensée de lui causer de la douleur, avec ce qu'elle avait découvert sur Jorat, lui brisait le cœur? Je te vois aussi, chuchota-t-elle, l'homme sous la couronne, celui qui porte tant de poids seul, celui qui essaie si fort d'être fort pour tous les autres. Et je tombe amoureuse de cet homme, Iskarion, avec sa force et sa douceur, avec sa loyauté féroce et sa capacité à grandir, avec tout ce que tu es et tout ce que tu deviens. Il lui prit le visage dans ses mains, son toucher révérencieux. Alors, lorsque nous affrontons tout ce qui vient ensemble. Promets-moi que quel que soit le fardeau que tu portes, quel que soit le problème que tu as trouvé, nous l'affronterons ensemble. Elle hocha la tête, incapable de parler au-delà du nœud dans sa gorge. Et quand il l'embrassa cette fois, ce fut différent de ce premier baiser désespéré après qu'elle lui eut parlé de l'enquête. C'était plus lent, plus profond, une promesse scellée par les lèvres et le souffle et le partage des âmes. Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant l'un l'autre parmi les livres éparpillés et les mots anciens. Deux personnes trouvant refuge l'une dans l'autre contre les tempêtes qu'ils savaient venir. Mais le répit ne pouvait durer. La preuve en était complète. La trahison était indéniable. Et Orina savait qu'elle ne pouvait plus tarder. Elle ne voulait pas le croire. Malgré son aversion évidente pour elle, Jorat était l'ami le plus proche d'Iskarion et son conseiller le plus fiable. Ils avaient combattu des batailles ensemble, avaient régné ensemble. Le roi l'aimait comme un frère. Accuser Jorat briserait quelque chose en Iskarion, et Orina trouva que la pensée de lui causer de la douleur faisait mal à sa propre poitrine de manières inattendues. Mais la preuve était indéniable. Elle trouva des messages écrits en code utilisant des symboles anciens cachés dans les quartiers de Jorat. Elle l'entendit parler à voix basse à un marchand connu pour avoir des liens avec une meute rivale. Elle sentit la malveillance huileuse de ses émotions chaque fois qu'Iskarion parlait de plans militaires ou de stratégie politique. Jorat trahissait le roi, et il le faisait depuis des mois, peut-être des années. Orina s'assit dans ses chambres alors que la nuit tombait, le poids de la connaissance l'écrasant. Elle devait le dire à Iskarion. Mais comment? Comment dit-on à quelqu'un que son frère l'a trahi? Comment brise-t-on un cœur tout en essayant de sauver un royaume? Elle le trouva cette nuit-là dans ses chambres privées, un privilège qu'elle avait obtenu à mesure que leur travail ensemble s'approfondissait. Il était seul, debout près de la fenêtre et regardant la ville, une figure de solitude et de pouvoir. « Iskarion », dit-elle doucement. Il se tourna et son visage s'adoucit quand il la vit. Au fil des semaines, elle avait remarqué ce changement en lui. Quand ils étaient seuls, le masque dur du roi Alpha tombait. Il souriait plus facilement. Il parlait plus librement. Il était doux de manière que le monde ne voyait jamais. Et elle avait commencé à chérir ses moments privés plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Orina, je ne vous attendais pas ce soir. Je pensais que vous l'iriez. » Il fit un geste vers une chaise. « Asseyez-vous. Je pourrais utiliser la compagnie. » Mais elle resta debout, ses mains jointes devant elle. « J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que vous ne voudrez pas entendre. » Son expression s'aiguisa immédiatement. Le roi revenant. « Dites-moi. » Alors elle le fit. Elle exposa tout ce qu'elle avait découvert, chaque pièce de preuve, chaque schéma. Elle lui montra les messages qu'elle avait trouvés, traduisit les codes. Elle expliqua comment la langue ancienne l'avait aidé à sentir la tromperie, comment le don de la Luna l'avait guidé, et elle regarda alors que la compréhension et la dévastation se faisaient la guerre sur son visage. Quand elle eut fini, le silence remplit la pièce comme du plomb. Iskarion se tint immobile, ses mains serrées sur ses côtés, sa mâchoire tendue. Quand il parla enfin, sa voix fut rude, brisée. « Jorat,
Je suis désolé, chuchota Orina. Je suis tellement désolé. Combien de temps? Demanda-t-il. Depuis combien de temps me trahit-il? Je crois au moins un an, possiblement plus longtemps. Iskarion bougea soudainement, violemment, balayant son bras sur la table et envoyant cartes et documents volés. Il était mon frère en tout sauf le sang. Il m'a sauvé la vie dans la campagne du Nord. Il m'a aidé à prendre le trône. Il était la seule personne en qui je pensais pouvoir faire confiance sans question. Orina fit un pas de plus, attiré par sa douleur. Je sais que cela fait mal, mais il travaille avec vos ennemis. Si nous n'agissons pas, plus de vies seront perdues, plus d'informations seront divulguées. Le royaume lui-même pourrait tomber. Iskarion se tourna vers elle, et dans ses yeux elle vit une angoisse si brute qu'elle lui coupa le souffle. Et si vous vous trompez, si j'agis contre lui sur votre seule parole et que vous vous trompez, j'aurai détruit une amitié et ma propre réputation. J'aurais montré au royaume que j'ai placé ma confiance en une étrangère plutôt qu'en mon plus vieil ami. Je ne me trompe pas, Orina dit, rencontrant son regard fermement. J'aimerais me tromper. J'aimerais pouvoir vous dire quelque chose de différent. Mais la langue ancienne ne ment pas, et mon don ne trompe pas. Jorath est un traître. Pour un long moment, ils se regardèrent à travers la distance de la pièce. Puis Iskarion réduisit cette distance en 3 longues enjambées et se tint devant elle. Il leva la main, et pour un instant, elle pensa qu'il pourrait la frapper dans sa colère et sa douleur. Au lieu de cela, il lui prit doucement le visage, son pouce cailleux, effleurant sa joue avec une tendresse qui fit bégayer son cœur. Vous m'avez donné la vérité quand il aurait été plus facile de rester silencieuse. Vous m'avez offert une loyauté que je ne mérite pas quand j'ai essayé de vous humilier la première nuit où nous nous sommes rencontrés. Pourquoi? Le souffle d'Orina se coupa. Ils étaient si proches. Elle pouvait sentir sa chaleur, sentir l'odeur qui était la sienne uniquement. Parce que vous êtes un bon roi qui mérite mieux que la trahison, parce que le royaume a besoin de vous, et parce que je crois en vous, même quand vous ne croyez pas en vous-même. Quelque chose changea dans ses yeux. Une décision prise ou une barrière franchie. Il se pencha lentement, lui donnant le temps de s'éloigner, et quand elle ne le fit pas, il l'embrassa. Ce fut doux d'abord, interrogateur, puis plus profond, plus urgent, comme s'il cherchait du réconfort à la douleur de la trahison. Dans la chaleur de son acceptation, Orina l'embrassa en retour, ses mains se posant sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous ses paumes. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient difficilement. Iskarion posa son front contre le sien. « Je vous fais confiance, Orina cœur de fer. Je ne comprends pas entièrement pourquoi, mais je le fais. Si vous dites que Jorath est un traître, alors nous le prouverons et l'arrêterons. Le soulagement est quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour, inondèrent Orina. Merci. Ils passèrent la nuit à planifier, non pas comme roi et consultante, mais comme partenaires. Ils tendraient un piège. Iskarion annoncerait en présence de Jorath seul un faux plan militaire complet avec des détails sur les mouvements de troupes et les itinéraires de ravitaillement. Si Jorath était vraiment un traître, il transmettrait cette information et il serait en attente. 3 jours plus tard, le piège fut tendu. Iskarion réunit son conseil de guerre et annonça une campagne contre les territoires de l'Est, parlant en détail des chiffres et du timing. Jorath écouta attentivement, posa des questions, fit des suggestions à quiconque regardait. Il était le conseiller parfait, loyal et stratégique. Mais cette nuit-là, Orina et Iskarion le suivirent. Utilisant sa sensibilité à l'émotion et sa connaissance des passages cachés du château, ils traquèrent Jorath à une réunion avec une figure encapuchonnée dans l'ancienne tour de garde. Depuis les ombres, ils écoutèrent Jorath transmettre chaque détail de la fausse campagne, vendant la confiance de son roi pour de l'or et des promesses de pouvoir dans le nouvel ordre après la chute d'Iskarion. Quand l'échange fut complet et que la figure encapuchonnée s'évanouit dans la nuit,
Iskarion sortit des ombres. Jorah se retourna et la couleur lui quitta le visage. « Mon roi, je peux expliquer. » « Expliquer quoi? » La voix d'Iskarion était froide comme le vent d'hiver, dure comme la pierre. Ce n'était pas l'homme doux qui avait embrassé Orina. C'était le roi Alpha, terrible dans sa colère. Expliquez comment vous m'avez trahi pendant plus d'1 an. Comment vous avez vendu nos plans de bataille à nos ennemis. Comment vous avez causé la mort de nos guerriers par votre traîtrise. Le visage de Jorah se tordit, le désespoir et la colère se faisant la guerre. Vous ne comprenez pas. Ils m'ont promis une position de pouvoir. Vous avez tout, Iskarion. Vous êtes né pour être roi. Qu'étais-je? Toujours second, toujours dans votre ombre. Ils m'ont offert une chance de régner, d'être plus que votre chien loyal. Tu étais mon frère, Iskarion dit, et sa voix craqua sur le mot. Je t'aurais donné tout ce que tu aurais demandé. Au lieu de cela, tu as choisi la trahison. Les yeux de Jorah trouvèrent Orina qui se tenait à côté d'Iskarion. La haine y flamboyait. C'est elle qui a fait ça. Cette sorcière vous a empoisonné contre moi. Elle veut prendre ma place à vos côtés. Ne le voyez-vous pas? Ce que je vois, Iskarion dit doucement, c'est qu'elle m'a montré une vérité que je ne voulais pas affronter. Ce que je vois, c'est que vous êtes un traître et un menteur. Et ce que je vois, c'est que vous allez maintenant faire face à la justice. Des gardes sortirent d'autres ombres. Jorah tenta de courir. Mais il fut encerclé. Alors qu'il l'entraînait, il hurla des menaces et des malédictions, sa voix résonnant à travers le château. Orina se tint à côté d'Iskarion, regardant jusqu'à ce que les sons s'estompent. Puis les épaules du roi s'affaissèrent, et le poids du chagrin s'abattit sur lui comme un manteau. « Venez, Orina dit doucement, prenant sa main. Vous ne devriez pas être seul ce soir. » Il la laissa le ramener à ses chambres. Cet homme puissant semblant soudain perdu et fatigué. Dans ses pièces privées, loin des yeux du château, Iskarion finit par craquer. Il s'enfonça dans une chaise et mit son visage dans ses mains, et Orina alla vers lui sans hésitation. Elle s'agenouilla devant lui et prit ses mains dans les siennes, les éloignant de son visage pour qu'elle puisse le voir. « Vous avez fait ce qui était nécessaire, dit-elle. Vous avez protégé votre royaume. »« J'ai détruit mon ami, » répondit-il, sa voix rauque de larmes non versées. Il avait tort. Il était un traître. Mais il était toujours l'homme qui a combattu à mes côtés, qui a ri avec moi. Une partie de moi est morte avec sa trahison. Orina tendit la main et lui prit le visage comme il avait pris le sien quelques jours auparavant. Alors laissez cette partie reposer et que ce qui reste devienne plus fort. Vous n'êtes pas seul, Iskarion. Plus maintenant. Il la regarda, ce roi féroce avec des mains de guerrier et un cœur blessé, et quelque chose de profond passa entre eux. Il la tira à lui et dans ses bras, la tenant comme si elle était une ancre dans une tempête. Et Orina le retint, lui offrant le confort et la force qu'elle avait découvert en elle-même. Cette nuit-là, ils devinrent plus que roi et consultante. Ils devinrent ce dont les textes anciens avaient parlé, Alpha et Luna, deux moitiés d'un lien qui transcendait position et politique. Les jours qui suivirent furent difficiles de manière qui dépassait la politique et le châtiment. Jorah fut jugé devant le conseil au complet. La preuve de sa trahison fut mise à nu pour tous. Orina dut présenter ce qu'elle avait trouvé, debout devant les nobles et les guerriers assemblés, traduisant les messages codés, expliquant comment la langue ancienne avait révélé ce qui était caché. Certains la regardèrent avec un respect nouveau, d'autres avec une suspicion à peine dissimulée, comme si son don lui-même était en quelque sorte souillé par association avec la trahison qu'il avait découverte. Elle supporta leur examen avec dignité, sachant qu'elle faisait ce qui était nécessaire, mais sentant le poids de cela néanmoins. La défense de Jorah fut désespérée et amère. Il accusa Orina de manipulation, d'utiliser la sorcellerie pour empoisonner l'esprit d'Iskarion contre lui. Il l'appela une étrangère, une menace,
quelqu'un qui était apparu de nulle part et avait détruit une fraternité qui avait duré des années. Certains au conseil hochèrent la tête, influencés par ces mots ou par leur propre malaise face au changement qu'Orina représentait. Mais les preuves étaient trop solides, trop complètes, les messages de sa propre main, le témoignage du marchand avec qui il avait traité, capturé et interrogé. Les symboles correspondaient à des documents qui avaient fini entre les mains ennemies. Il ne pouvait y avoir aucune pitié, aucune seconde chance. Il fut dépouillé de ses titres, de ses honneurs, de sa place dans la hiérarchie de la meute. La cérémonie fut brutale à témoigner. Chaque titre retiré était comme un coup. Chaque honneur annulé une mort. Le visage de Jorad passa de la colère au désespoir à un vide terrible. Quand ce fut fait, quand il se tint devant eux comme rien de plus qu'un traître attendant son jugement, il regarda Iskarion une dernière fois. « J'étais ton frère, dit-il, sa voix se brisant. Avant elle, j'étais ton frère. » Le visage d'Iskarion était de pierre, mais Orina sentit la douleur rayonner de lui à travers leurs liens croissants. « Tu as cessé d'être mon frère quand tu as choisi la trahison plutôt que la loyauté, quand tu as choisi l'or plutôt que l'honneur. Ne la blâme pas d'avoir révélé ce que tu as choisi de devenir. » Jorad fut emmené au donjon sous le château, là pour attendre un jugement final qu'Iskarion ne pouvait pas encore se résoudre à prononcer. L'exécution était la punition standard pour une telle trahison. Mais Iskarion ne pouvait pas ordonner la mort de l'homme qui lui avait un jour sauvé la vie. Pas encore. Alors Jorad resta dans l'obscurité en dessous, une plaie purulente qui ne guérirait pas tant que le roi ne trouverait pas le courage de la refermer complètement. Dans les suites, Orina s'attendait à ressentir du soulagement ou de la justification. Au lieu de cela, elle ne ressentit que fatigue et chagrin. Elle avait fait ce qui était nécessaire, mais le coût avait été élevé. Elle le vit dans les yeux d'Iskarion, la manière dont quelque chose de lumineux s'était estompé. Elle le sentit dans le château lui-même, un sentiment de confiance brisé qui prendrait du temps à se reconstruire. Et elle se demanda dans ces moments plus sombres si elle avait vraiment sauvé le royaume ou simplement échangé un genre de blessure contre un autre. Mais Iskarion ne la laisserait pas se retirer dans la culpabilité. Dans les heures privées qu'il partageait loin du conseil et de la cour, il l'atteint et lui rappela qu'elle avait sauvé des vies par ses actions, que plus de trahison serait survenue si elle était restée silencieuse. Il lui rappela que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était toujours meilleure que les mensonges confortables, et qu'il lui rappela qu'elle n'était pas seule à porter le fardeau des choix difficiles. « Tu m'as donné la vérité quand j'en avais le plus besoin. » Il lui dit une nuit alors qu'ils étaient allongés ensemble dans ses chambres, sa tête sur sa poitrine, ses doigts courants dans ses cheveux blancs. « Tu m'as montré que la confiance doit être gagnée par l'action, non supposée par l'histoire. Cela a fait mal, Orina. Cela a fait plus mal que n'importe quelle blessure que j'ai reçue au combat. Mais c'était une douleur nécessaire, du genre qui vient de couper l'infection pour que la guérison puisse commencer. J'ai détesté te causer de la douleur, chuchota-t-elle. Je la déteste encore. Je sais, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. Ta compassion, raclement de gorge, même lorsque tu délivres de dures vérités. Ta force même quand cela te coûte, ton courage même quand tu as peur. Il lui souleva le menton pour qu'il puisse regarder dans ses yeux pâles. Tu es tout ce que je n'ai jamais su avoir besoin, tout ce que je n'ai jamais pensé vouloir, et je passerai le reste de mes jours à être digne de la confiance que tu m'as accordée lorsque tu as choisi de révéler qui tu es vraiment. Leur amour devint une source de force pour eux deux, alors que le royaume s'ajustait lentement à la nouvelle réalité. Et à mesure que cet amour s'approfondissait, à mesure que leur lien devenait plus fort, quelque chose d'autre commença à se manifester. Le don de la Luna évoluait. Le mot s'était répandu dans le château à propos d'Orina, de son don et de son rôle dans l'exposition du traître. Certains la voyaient avec suspicion, mais d'autres commencèrent à la voir différemment. Quand elle marchait dans les couloirs, les gens s'inclinaient.
Quand elle parlait, ils écoutaient, et quand elle se tenait à côté d'Iskarion, lors des réunions du Conseil, traduisant d'anciennes lois ou offrant des aperçus tirés de vieux textes, sa présence n'était plus remise en question. Le don de la Luna continua de se manifester de nouvelles manières inattendues. Oraina trouva qu'elle pouvait sentir la santé et l'unité de la meute, les milliers d'âmes qui regardaient Niskarion pour le leadership. Elle pouvait sentir leur peur et leurs espoirs, leur loyauté et leurs doutes. Et quand elle leur parlait, raclement de gorge même en langue commune, quelque chose dans sa voix résonnait avec une puissance qui allait au-delà des mots. Il l'appelait la voix de la Luna, et elle calmait les disputes, inspirait le courage, et liait la meute plus étroitement à leur roi. Alors que l'automne tournait à l'hiver, le Conseil commença à murmurer à propos de la succession, à propos du besoin d'un héritier. Iskarion était un roi sans reine, et c'était une vulnérabilité que le royaume ne pouvait se permettre. Il y avait des suggestions, des mariages proposés avec des filles nobles de meutes alliées, des unions politiques qui renforceraient les frontières et les alliances. Chaque suggestion se sentait comme un couteau dans le cœur d'Orina, bien qu'elle essayât de le cacher. Elle n'avait aucun droit de le revendiquer, pas officiellement. Leur amour était réel, mais non reconnu par la loi ou la coutume. Elle était sa consultante, sa confidente, peut-être même son amante en privé. Mais elle n'était pas sa reine et le conseil rendit clair qu'il ne croyait pas qu'elle devrait l'être. Iskarion les refusa tous avec une brusquerie qui frôlait la rudesse. Il n'entendrait aucune discussion d'autre mariage, aucune discussion de mariage politique. Quand on le pressait, il disait simplement qu'il avait fait son choix et l'annoncerait en son temps. Mais en privé, il s'inquiétait. Il voulait Orina comme sa reine, le voulait avec une certitude qui le surprit par son intensité. Mais il connaissait les obstacles. Elle n'avait pas de nombre de familles, de lignées nobles, aucun avantage politique à offrir. Il demandait au royaume d'accepter une reine qui, jusqu'à il y a des mois, était une serveuse de taverne. Ce serait vu comme une faiblesse, comme le sentiment l'emportant sur le devoir. Cela pourrait déstabiliser tout ce qu'il avait travaillé à construire. Un soir, alors que la neige commençait à tomber doucement devant les fenêtres du château, il trouva Oraina dans la bibliothèque. Elle était assise entourée de livres comme elle le faisait souvent. Une couverture enroulée autour de ses épaules contre le froid, que même les grands feux ne pouvaient pas entièrement bannir. Mais elle ne lisait pas, elle était simplement assise, fixant le vide, son visage tiré par une tristesse qui lui faisait mal à la poitrine. Elle leva les yeux alors qu'il entrait et essaya de sourire, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Vous devriez être au dîner du conseil, dit-elle doucement. « Je devrais être à de nombreux endroits, répondit-il, traversant la pièce vers elle. Mais j'ai choisi d'être ici avec vous, toujours avec vous. Il s'agenouilla à côté de sa chaise, prenant sa main dans la sienne, beaucoup plus grande. Ses doigts étaient froids, et il les frotta doucement, essayant de les réchauffer. Le conseil veut que je me marie. Le cœur d'Orina se serra douloureusement, bien qu'elle essaya de garder son expression neutre. C'est sage. Un roi a besoin d'une reine. Le royaume a besoin de stabilité. Le peuple a besoin de voir que vous construisez un avenir, pas seulement que vous maintenez un présent. Alors vous êtes d'accord que je devrais me marier? Ses yeux sombres la regardaient attentivement, lisant chaque micro-expression. Elle se força à hocher la tête, bien que la pensée de lui avec une autre femme lui fit mal à la poitrine d'une douleur presque physique. Elle imagina une fille noble avec la bonne lignée et la bonne formation. Quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés lors des cérémonies et porterait ses enfants et ne le connaîtrait jamais vraiment comme Orina. L'image était insupportable, mais elle la supporterait. Elle sourirait et servirait et regarderait l'homme qu'elle aimait appartenir à une autre, parce qu'elle l'aimait assez pour vouloir ce qui était le mieux pour lui et son royaume, même si cela la détruisait. Si c'est ce qui est le mieux pour le royaume, alors oui. Iskarion sourit, et il y avait de la malice en cela, une légèreté qu'elle voyait rarement, une espièglerie qui transforma son visage habituellement sérieux. « Bien,
Parce que j'ai l'intention de vous épouser. Pendant un instant, l'esprit d'Orina devint simplement vide, incapable de traiter les mots, puis ils la frappèrent avec la force d'un coup physique. Quoi? Il rit de son expression, le son riche et chaud. Épouse-moi, Orina, cœur de fort. Sois ma Luna, sois ma reine, sois ma partenaire en toutes choses, publiques et privées, politiques et personnelles. Je sais que le Conseil s'opposera. Je sais qu'il y aura ceux qui diront que vous n'êtes pas de naissance noble, que vous n'avez pas de nom de famille digne d'être mentionné, que c'est une erreur née d'un engouement ou d'une manipulation. Mais je m'en fiche. Je ne me suis jamais moins soucié de quoi que ce soit. Vous êtes la femme la plus forte, la plus sage, la plus courageuse que j'ai jamais connue. Vous avez sauvé mon royaume et guéri mon cœur. Vous m'avez montré la vérité quand j'en avais besoin et m'avez aimé malgré mes défauts. Il n'y a personne d'autre que je voudrais à mes côtés. Il n'y a personne d'autre avec qui je pourrais imaginer partager ma vie. Il n'y a que vous. Il n'y a toujours eu que vous depuis que vous vous êtes tenu dans cette taverne et m'avez remis à ma place avec des mots que j'ai essayé d'utiliser pour vous humilier. Des larmes piquèrent les yeux d'Orina, débordant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Iskarion, je ne suis personne. J'étais une serveuse de taverne. Je n'ai aucune idée de qui étaient mes parents ou de quelle lignée je porte. Je ne peux pas vous raconter mon histoire familiale ou ma lignée noble, parce que je n'en ai pas. Comment puis-je être reine? Comment puis-je me tenir à vos côtés quand je n'apporte rien à l'union sinon moi-même? Il se leva l'entraînant avec lui et l'enroula de ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Vous apportez tout. Vous apportez sagesse et courage. Vous apportez le don de la Luna, qui est plus précieux que tout le sang noble du royaume. Vous apportez votre cœur, qui est féroce et doux dans égale mesure. Vous apportez vous-même, et cela est plus que suffisant, plus que je ne mérite, bien que je passerai ma vie à essayer de devenir digne de vous. Orina leva les yeux vers cet homme qui était entré dans sa vie avec cruauté et s'était transformé en la personne qu'elle aimait le plus au monde. Le Conseil ne l'acceptera jamais. Ils tolèrent à peine ma présence maintenant. En tant que votre reine, je ferai face à l'opposition à chaque tournant. Ils me verront comme une étrangère, une intruse qui vous a séduit loin de votre devoir, alors qu'ils s'y opposent. Je suis le roi Alpha et je vous choisis. Je vous choisirai chaque jour pour le reste de ma vie. Ils apprendront à l'accepter ou ils apprendront que leur roi peut régner sans leur bénédiction si nécessaire. Sa voix était féroce, protectrice, la voix d'un homme qui combattrait le monde pour ce qu'il aimait. Tu es à moi, Orina, cœur de fer, si tu veux de moi. À moi de protéger, à moi de chérir, à moi d'aimer jusqu'à ce que les étoiles tombent du ciel et au-delà. Dis oui, s'il te plaît. Dis oui. Avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse pleinement traiter l'énormité de ce qu'il offrait, il l'embrassa. C'était profond et possessif. Un baiser qui parlait de possession et de partenariat, de désir et de dévotion. C'était un baiser qui promettait l'éternité, qui scellait un lien déjà écrit dans leurs âmes. Quand ils se séparèrent enfin, Orina était essoufflée et riait à travers ses larmes, la joie bouillonnant d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. « C'est un oui » murmura-t-il contre ses lèvres, sa voix rauque d'émotion. « Oui » chuchota-t-elle en retour, ses mains encadrant son visage barbu, ses pouces traçant ses pommettes. « Oui, toi, homme impossible, merveilleux, exaspérant. Oui à tout, oui à être ta Luna, ta reine, ta partenaire. Oui à affronter tout ce qui vient ensemble. Oui à t'aimer tant que nous vivrons tous les deux et au-delà, oui. » L'annonce causa un tollé, exactement comme Orina l'avait prédit. Le Conseil éclata en objections. Les familles nobles qui avaient espéré placer leur fille comme reine étaient furieuses. Il y eut des accusations, des demandes, des menaces à peine voilées comme des préoccupations. Mais Iskarion resta ferme, et à ses côtés Orina aussi. Quand le Conseil demanda la preuve de sa dignité,
Oina se tint devant eux et parla dans la langue ancienne. Elle récita les versets de l'unité, des mots qui n'avaient pas été entendus depuis 400 ans, des mots qui liaient la meute à son but. Sa voix résonna dans la salle du trône, et alors qu'elle parlait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Chaque personne présente le sentit, un frisson dans leur sang, une reconnaissance de la vérité. Le lien de la meute, habituellement ressenti seulement faiblement, s'anima. Ils se sentirent connectés les uns aux autres, à leur roi, à cette femme qui parlait avec la voix des anciens. Quand le silence tomba, le conseiller le plus ancien, un homme qui avait servi 3 rois, s'agenouilla lentement. La Luna a parlé. Le sang reconnaît ce que la politique nierait. Elle est digne. Un par un, les autres s'agenouillèrent jusqu'à ce qu'Orina se tienne devant une pièce pleine de têtes inclinées. Iskarion descendit de son trône et lui prit la main, la faisant se tenir à ses côtés. « Voici votre Luna », proclama-t-il. « Celle qui entend la voix ancienne, celle qui porte le don de nos premiers peuples, celle qui se tiendra à mes côtés alors que nous mènerons ce royaume dans une nouvelle ère. » Le couronnement eut lieu pendant le solstice d'hiver lors d'une cérémonie qui mêlait les anciennes coutumes aux nouvelles. Orina portait du blanc, la couleur de ses cheveux et des nouveaux départs entrelacés de rouge comme la robe qu'elle avait portée la nuit de leur rencontre. Des mots anciens furent prononcés, des serments furent prêtés, et quand la couronne fut placée sur sa tête, un cercle de loups d'argent courant sous une pleine lune, le lien de la meute s'intensifia à nouveau, plus fort qu'avant. Orina Cœur de Fer, autrefois une serveuse anonyme, devint Orina Garde Tempête, Reine Luna. Cette nuit-là, seule dans les chambres royales qui étaient maintenant les leurs ensemble, Iskarion la tira près de lui. « Merci, murmura-t-il contre ses cheveux. « Pourquoi? Pour avoir vu l'homme sous le roi? Pour avoir répondu quand j'ai essayé de vous humilier? Pour avoir été assez courageuse pour vous révéler? Pour m'avoir sauvé de ma propre cécité? Pour tout. » Orina inclina la tête en arrière pour le regarder. « Vous m'avez sauvé aussi. Vous m'avez donné un but. Vous m'avez donné une place où appartenir. Vous m'avez donné l'amour. » Ils firent l'amour cette nuit-là avec la douceur d'un nouveau mariage et la passion d'un désir longtemps réprimé. Iskarion, qui était féroce et autoritaire pour le monde, était tendre et respectueux avec elle. Il la touchait comme si elle était précieuse, comme si elle pouvait se briser, même alors qu'elle lui montrait sa propre force, son propre désir. Ils étaient égaux en cela. En toutes choses, Alpha et Luna unis comme le lien ancien l'entendait. L'hiver devint printemps et le printemps devint été. Le royaume prospéra sous leur règne uni. Iskarion resta le roi guerrier, fort et décisif, mais l'influence d'Orina tempéra ses arrêts plus durs. Elle défendit les vulnérables, traduisit des lois qui avaient été mal comprises pendant des générations et arbitra des disputes avec une sagesse qui semblait venir de quelque part au-delà d'elle-même. Le peuple l'aimait, et plus important encore, il lui faisait confiance. Par une chaude soirée d'été, Orina se tenait dans le jardin, sa main posée sur son abdomen où une nouvelle vie grandissait. Elle n'avait pas encore dit à Iskarion, voulant être certaine. Raclement de gorge, mais le don de la Luna lui chuchota la confirmation. Un enfant, un héritier, un avenir. Elle le sentit avant de l'entendre. Raclement de gorge, le lien entre eux, permettant à chacun de sentir la présence de l'autre. Des bras forts l'enveloppèrent par derrière, et elle se pencha contre sa poitrine solide. « Vous souriez, observa-t-il. Quel secret vous fait rayonner ainsi? » Orina se tourna dans ses bras et lui prit la main, la plaçant là où la sienne s'était reposée. « Ce secret, ce don, nous allons avoir un enfant. » Pendant un instant, Iskarion resta figé, ses yeux sombres écarquillés de choc. Puis un sourire apparut sur son visage, le transformant en quelque chose d'incandescent de joie. Il tomba à genoux devant elle, pressant son front contre son abdomen, ses mains douces sur sa taille. « Merci, souffla-t-il.
Merci pour ce don, merci pour tout. Orina passa ses doigts dans ses longs cheveux noirs. Ce roi féroce agenouillé devant elle dans une vulnérabilité parfaite. Nous avons fait cela ensemble. Cet enfant naîtra de nos deux forces. Ils seront bénis par le sang ancien et le don de la Luna. Iscarien leva les yeux vers elle, les larmes aux yeux. Je t'aime, Orina, guerre de tempête. Je t'ai aimé dès le moment où tu as corrigé ma grammaire et m'as remis à ma place. Je t'ai aimé quand tu m'as montré une vérité qui a fait mal. Je t'ai aimé quand tu t'es tenu à mes côtés contre le conseil. Et je t'aimerai jusqu'à ce que la dernière étoile tombe du ciel. Et je t'aime, répondit-elle, lui prenant le visage dans ses mains. Mon roi, mon compagnon, mon cœur. L'enfant naquit la première nuit d'hiver alors que la neige tombait doucement sur le royaume. Le travail fut long et difficile, et Escarian refusa de quitter son côté malgré les objections des sages-femmes. Il lui tint la main, murmura des encouragements, partagea sa douleur à travers leurs liens. Et quand le premier cri du bébé perça l'air, quand la sage-femme plaça le petit enfant parfait dans les bras d'Orina, ils pleurèrent toutes les deux. Un garçon, aux cheveux noirs comme son père, avec la peau pâle de sa mère et des yeux qui tenaient déjà une profondeur au-delà de ses heures. Alors qu'Orina le tenait, elle sentit le don de la Luna s'agiter et se passer autour de l'enfant comme une bénédiction. Il serait fort, elle le savait. Il serait sage. Il porterait l'héritage du sang ancien et du nouveau but. « Comment allons-nous le nommer ?» demanda Iscarion, son doigt touchant doucement la petite main de leur fils, s'émerveillant alors que de minuscules doigts s'enroulaient autour du sien. Orina regarda son mari, l'homme qui avait commencé comme son tortionnaire et était devenu tout pour elle. « Kiran, dit-elle. Cela signifie petit sombre dans l'ancienne langue. Kiran garde tempête, héritier du roi Alpha et de la reine Luna. » Iscarion lui baisa le front, puis celui du bébé. Parfait, comme sa mère. Alors que le château célébrait la naissance de l'héritier, Orina était assise dans les chambres royales, allaitant son fils et regardant la neige tomber. Elle repensa à cette nuit dans la taverne où un roi avait essayé d'humilier une serveuse en utilisant des mots qu'il pensait qu'elle ne comprendrait pas. Elle pensa à tous les chemins qui avaient mené de ce moment à celui-ci. Raclement de gorge. Toute la douleur et la révélation, la trahison et la confiance, la solitude et l'amour. La langue ancienne lui avait donné le pouvoir, mais l'amour lui avait donné un but. Le don de la Luna lui avait montré la vérité des autres, mais Iscarion lui avait montré la vérité d'elle-même. Elle n'était plus la femme qui se cachait dans l'ombre, qui prétendait être ordinaire pour survivre. Elle était une reine, une Luna, une mère. Elle était vue et connue et chérie. Iscarion entra silencieusement dans la pièce, s'étant éloigné pour donner des ordres concernant les célébrations. Il vint s'asseoir à côté d'elle sur le lit, enroulant son bras autour de ses épaules et regardant leur fils endormi. « Je n'ai jamais su que je pouvais être aussi heureux, » admit-il. « Je pensais que le bonheur était de la victoire au combat ou un royaume en paix. Mais ceci vous l'avoir lui, c'est-tu ou oui, c'est une joie que je n'avais jamais imaginée possible. Nous avons fait un long chemin depuis cette nuit dans la taverne, Orina dit doucement. Il grimaça. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper de cette cruauté. Vous l'avez déjà fait, lui assura-t-elle. Vous avez choisi la vérité plutôt que le confort. Vous avez choisi la confiance plutôt que la suspicion. Vous avez choisi l'amour plutôt que le devoir. Vous êtes un bon roi, Iscarion, mais plus important encore, vous êtes un homme bon. Il l'attira plus près, faisant attention aux bébés entre eux. Et vous êtes la Luna dont les prophéties parlaient, celle qui restaurerait les liens anciens et amènerait la meute dans une nouvelle ère. Bien que je soupçonne que les prophéties n'aient jamais mentionné que vous le feriez en corrigeant la grammaire du roi. Orina rit doucement, le son comme des cloches dans la pièce silencieuse. Peut-être était-ce le but. Le pouvoir ne s'annonce pas toujours par le tonnerre et la foudre. Parfois, il murmure en mots anciens.
Parfois, il attend des tables dans une taverne. Parfois, il choisit simplement de se révéler quand le moment est venu. Et je suis reconnaissant que vous ayez choisi ce moment. Iscarion dit, reconnaissant que vous ayez été assez courageuse pour me montrer qui vous étiez vraiment. Reconnaissant que vous m'ayez donné une chance de devenir qui j'étais destiné à être. Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant leur fils dormir, sentant le poids de l'avenir et la paix du présent. Dehors, le royaume célébrait. À l'intérieur, 3 cœurs battaient en harmonie, liés par le sang et le choix, par des dons anciens et des miracles modernes, par le pouvoir des mots prononcés véritablement, et le plus grand pouvoir de l'amour vécu honnêtement. Ce fut leur histoire de l'insulte à l'intimité, de la cruauté à la compassion, de la solitude à l'amour. Et bien que la langue ancienne les ait réunis, ce fut la langue du cœur, ne nécessitant aucune traduction et ne reconnaissant aucune frontière qui les garderait ensemble pour tous les jours de leur vie et au-delà dans tout futur que leurs fils et ses frères et sœurs bâtiraient. Leur amour serait la fondation, leur confiance la pierre angulaire, leur partenariat le modèle. Le roi Alpha avait appris à écouter. La reine Luna avait appris à parler ensemble. Ils avaient appris que le vrai pouvoir ne venait pas de se tenir au-dessus des autres, mais de se tenir à côté de la bonne personne. Et en se tenant ensemble, dans cet équilibre parfait de force et de sagesse, de férocité et de compassion, ils avaient créé quelque chose qui perdurerait longtemps après leur départ. Un héritage non de conquête, mais de connexion. Un royaume non de peur, mais d'amour. Un avenir non d'une voix commandant, mais de nombreuses voix entendues, comprises et valorisées. Et tout a commencé avec un roi qui parlait des mots anciens qu'il ne comprenait pas pleinement, et une femme qui les comprenait parfaitement, qui choisit de répondre, et en répondant changea tout. Nous aimerions entendre vos pensées sur cette belle histoire d'amour. Faites-nous savoir ce que vous avez pensé de ce conte plein d'émotions et de surprises. Dites-nous votre nom, d'où vous regardez, et notez cette histoire de 0 à 10 si elle a touché votre cœur. Et si vous avez apprécié l'intrigue, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires incroyables à venir. À la prochaine fois.